cette première soirée conférence de notre programmation 23-24. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre présidente, France Van Latten, pour vous expliquer un peu l'idée qui est derrière la programmation de cette année. Puis ensuite, je présenterai notre conférencier de ce soir et je lui laisserai la parole. La conférence sera par la suite suivie d'une période de questions. On vous demanderait simplement de venir vous lever ici. Ceux qui ne veulent pas apparaître dans la vidéo, simplement me le signaler par la suite parce que la conférence est enregistrée, donc on veut la mettre en ligne par la suite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus ce soir, assister à la première conférence de la série que nous organisons cette année avec pour thème intervenir sur le moderne. Je dirais que cette année, on est parti en grand, puisqu'on a décidé en fait d'organiser sur le thème, un thème que nous croyons tout à fait d'actualité, 6 conférences en ligne, doublement en ligne, je dis en ligne parce qu'elles sont en série, mais en ligne aussi, puisque en même temps qu'elles sont en fait présentées dans cette salle, elles sont diffusées sur Zoom. Alors, je dis on est parti en grand parce que non seulement les conférences vont se donner en présence à Montréal pour certaines et d'autres à Québec. L'une d'entre elles sera donnée à partir de Toronto, mais on pourra ici la suivre sur grand écran dans cette salle-ci, puisque cette salle-ci, nous avons pu la réserver pour toute la session quand nous sommes à Montréal. Donc, une série de 6 conférences en présentiel et par Zoom, qui sera en fait clôturée par une table ronde et un échange, où dans le fond, on essaiera de faire le bilan des expériences, des interventions que nous aurons découvertes tout au long de l'année. Alors, la prochaine conférence, c'est le 26 octobre à Québec, et c'est la rénovation et l'agrandissement de l'école primaire du Buisson par la firme ABCP Architecture. La suivante, elle est diffusée à partir de Toronto. C'est une conférence d'un architecte du paysage et d'un architecte de la firme ERA Architect, Existing Building, Existing Communities, de Retroville of Modern Residential Tower. La première conférence de 2024 sera sur la restauration et l'agrandissement de l'hôtel de ville de Laval, qui sera en fait donnée par Gavin Affleck de la firme Affleck de la Riva. La cinquième, elle sera donnée à l'école d'architecture, parce que c'est l'école d'architecture de Québec qui nous accueille à Québec. Donc, elle sera donnée par le mai, et elle portera sur la réflexion de l'enveloppe de l'édifice 1141, route de l'Église à Québec. Et la dernière portera sur place du portage, et elle sera donnée par Mélanie Dupuis de Provencher-Roi. Alors, cette série de conférences ne serait pas possible sans la participation de nos commanditaires et de nos partenaires institutionnels. Mentionnons les commanditaires, je vais y aller par de mémoire. Je vais peut-être en oublier, je ne pense pas. Provencher-Roi, qui est notre commanditaire officiel, ERA Architect, ABPC Architecture, et nos partenaires institutionnels sont l'école de design, l'école d'architecture de l'Université Laval, l'Institut du patrimoine culturel de l'Université Laval et l'Institut du patrimoine de l'UQAM. Nous pensons en fait qu'il est opportun de s'informer sur les nombreuses interventions qui se font sur l'architecture moderne ces derniers temps. Notons que tous les bâtiments qui vont être considérés au cours de cette série sont des bâtiments dont l'intérêt patrimonial a été reconnu, mais uniquement au niveau d'inventaire. Aucun n'a été protégé
dans le cadre de la loi sur le patrimoine culturel et encore moins classé. Il faut vous dire que si vous regardez sur le répertoire du patrimoine culturel du Québec, si vous tapez patrimoine de la modernité, vous tapez classé, il va juste avoir une vingtaine d'éléments qui vont sortir. Et parmi ces 20 éléments, il y en a encore 4 qui en fait relèvent du campus de Cap-Rouge à, dans la périphérie de Québec. Donc, les interventions sur les bâtiments classés en moderne sont finalement assez limitées, voire inexistantes. Alors, je vais donner la parole à Soraya pour qu'elle introduise notre conférencier de ce soir, qui est en fait, puisque c'est la première conférence que je n'ai pas mentionnée, qui était Eric Stein, un architecte de la firme Evoque, qui va vous parler en fait, de la réfection de la toiture de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Nicolet. Alors, ce qui est intéressant à noter, il y a d'ailleurs Jocelyn Groux du Conseil du patrimoine religieux du Québec qui est présent dans la salle. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'UQAM et le diplôme d'études supérieures en architecture moderne et patrimoine a été un tout petit peu impliqué dans ce dossier au tout début, puisque une de nos étudiantes, Sophie Lamarche, a fait son stage de fin d'études au Conseil du patrimoine religieux et elle a profité de ce stage pour faire une petite brochure sur la cathédrale qui a en fait servi, espérons-le, à convaincre les donateurs qui étaient recherchés pour en fait financer les travaux. Voilà, je donne la parole à Soraya. Ah oui, j'ai remercié nos commanditaires, mais je dois remercier notre équipe, petite équipe du comité de diffusion, Soraya Basile, qui est en fait la responsable du comité, Manuela Sénez, qui est aussi membre du CA, Jordan, qui est une de nos fidèles membres, Soraya, qui j'ai oublié? Francesco, qui malheureusement ne pouvait pas assister ce soir, et les autres membres du comité de diffusion. Si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. On a besoin de tête et de bras. Voilà, merci. Donc, je présente à l'instant notre conférencier, Eric Stein. Il est associé directeur et architecte senior spécialisé dans la conservation du patrimoine au sein du cabinet Evoque Architecture. Au cours de ses 30 ans d'expérience professionnelle, il a joué un rôle déterminant dans la réalisation de nombreux projets primés au Québec, en Ontario et en Alberta. Il porte un intérêt particulier à l'architecture religieuse ancienne et moderne. Sa connaissance approfondie des matériaux et des techniques de construction est au fondement de son expertise dans la réhabilitation des enveloppes de bâtiments des 19e et 20e siècles. Donc, il nous présente ce soir la conférence intitulée « La toiture de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, défis et solutions ». Je vous cède la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Ceux qui connaissent notre cabinet, vous savez que nous travaillons beaucoup en patrimoine et depuis longtemps. Alors, il y a quand même une méthode qui s'est installée là. Alors, je vais essayer de parler de ça au travers de la présentation. C'était tout un honneur, en fait, de faire ce projet qui est, bon, c'est un projet de toiture, on se dit rien n'inquiétant, mais c'est quelle toiture? Pour ceux qui connaissent le bâtiment, c'est quand même une toiture impressionnante, complexe, pleine de défis. Alors, je vais commencer sans trop attendre. Je vais vous donner un peu le contexte. Le bâtiment est situé à Nicolet, donc juste de l'autre côté du fleuve de Trois-Rivières. Il n'est pas situé au centre de la ville, il est situé un petit peu à l'écart, sur la 132, hein, sur le boulevard, comment il s'appelle, Louis Fréchette. C'est pas par accident, donc le contexte, c'est un contexte qu'on pourrait dire quasi suburbain. Pourquoi? Parce qu'ils ont déplacé. C'est la 5e, en fait, cathédrale du diocèse, excusez-moi. Les cathédrales qui ont précédé étaient toutes situées près du fleuve, à un endroit qui, malheureusement, a subi un glissement de terrain dans les années 50. Et puis, on a choisi, quand même assez sagement, de reconstruire le diocèse
et la cathédrale dans un emplacement qui était légèrement à l'écart du centre-ville et de justement de venir refléter cette stabilité-là, cette solidité-là, puis en augmentant la capacité à une époque où justement c'était important de le faire. On était dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Ça a été construit de 61 à 63. L'architecte Gérard Malouin, un architecte de Drummondville, et les ingénieurs Bourgeois et Martineau, qui étaient, si je me rappelle bien, locaux. La structure de béton, c'est par la société Dumez française, donc qui existe toujours encore, qui est associée qui s'est fusionnée, je crois, à Vinci. Qui a été responsable pour la voûte de béton qui est assez complexe. Et les vitraux par l'artiste nicolétain Jean-Paul Charland, pardon. Et ça a été réalisé à Paris et installé sur place. On a c'est un bâtiment patrimonial, mais pas dans le sens comme France l'a mentionné. Bon, le bâtiment n'est pas classé dans le sens strict du terme. Par contre, il figure à l'inventaire des lieux de culte du Québec. Ses caractéristiques principales, ses principaux éléments caractéristiques, c'est quoi? Ben, c'est naturellement au niveau paysager, on parle du contexte urbain entouré d'aires de stationnement avec un arrière-plan boisé. Le plan symétrique en éventail, le toit parabolide en béton, complexe, je vais vous donner des détails là-dessus un peu. Le parement en granit, évidemment. Le vitrail monumental, qui est vraiment très proéminent sur la rue. La flèche expressionniste, qui est quand même assez intrigante. Le campanile isolé rattaché par sa marquise et la voûte monumentale à grande portée de l'intérieur. On voit un peu là, de quoi ça a l'air à l'intérieur. C'est quand même assez impressionnant quand le soleil passe à travers le vitrail. Le projet, c'est une toiture. Et quelle toiture? On parle d'une complexité quand même inhabituelle. Ce n'est pas juste une toiture parabolique, c'est en fait 4 toitures. On a une toiture, on a une toiture, on va prendre un pointeur, conoïde pour la nef, des toitures plates pour le baptistère et les vestibules, toiture parabolique ou plus précisément parabole hyperbolique pour le transept et des toitures à versants qui sont tout petites, mais en fait très importantes dans le cadre du projet. Nos mandats principalement, c'était d'abord de résoudre les enjeux de sécurité à la flèche qui menaçaient de perdre des pièces, de résoudre des problèmes chroniques d'infiltration d'eau. Ça faisait depuis toujours qu'il y avait des infiltrations et des réparations annuelles assez généreuses. Proposer des solutions aussi à long terme pour la gestion de la neige, la glace et les eaux de pluie, autrement dit, pas juste colmater les fuites, mais trouver une façon de gérer ça à long terme intelligemment. Et préserver les caractéristiques patrimoniales du bâtiment, évidemment. On peut pas, je veux dire, il y a déjà eu des solutions dans le passé où on recouvrait le bâtiment au complet d'une galette et puis bon, oui, ça devait fonctionner. Ce projet-là, heureusement, n'a jamais été réalisé. Mais disons, on essayait autant que possible de conserver l'apparence et la valeur patrimoniale du lieu parce que la forme était vraiment très importante et très caractéristique. L'équipe de projet, juste rapidement, je vais passer. Donc, Évoque Architecture en architecture, Latéral Conseil en structure. BPA s'est occupé d'électromécanique, mais surtout, c'est beaucoup un projet d'électricité et plomberie. On a aussi fait affaire à d'autres consultants que vous voyez ici, dont RWDI, on va en parler plus tard pour des simulations. Et l'entrepreneur Cirtec, qui a d'ailleurs gagné un prix pour cette toiture-ci, on va s'en parler tout à l'heure. Le projet s'est fait en étapes, c'est pas par accident, c'est pas juste, l'idée c'était évidemment de recueillir de l'information à mesure qu'on avançait le projet. Donc, phase 1, remplacement du toit du baptistère qui s'est fait sans histoire en 2021, couplé avec une campagne d'ouverture exploratoire. Et l'enlèvement de la flèche. Phase 2, ça a pris 2 ans, 2 étés. C'était le remplacement du toit de la cathédrale proprement dite, donc ce qu'on voit ici en orange et en rose. Le remplacement de la flèche est prévu pour 24-25 si les fonds deviennent disponibles, parce que la construction est fortement dépendante des ressources de la subvention du Conseil du patrimoine religieux. Sans vouloir m'attarder trop, on va quand même en parler. Chez Évoque, on utilise toujours comme point de départ les normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada. Alors, on s'en sert pour se développer une méthodologie, une approche qui se tient pour tous les projets et qui est aussi
intègre que possible, parce que c'est facile évidemment de perdre de diverger, surtout dans quand les bâtiments sont complexes ou qui ne sont pas conventionnels. Alors, on commence par comprendre, donc par des recherches, des enquêtes et des simulations, notamment, une fois qu'on a assez d'informations pour venir prendre des décisions de la conception, on planifie, donc on détermine un traitement principal et des traitements secondaires. Dans ce cas-ci, on parle de restauration pour le traitement principal. Et les traitements secondaires sur réhabilitation. Réhabilitation dans le sens de faire des modifications qui s'adaptent à des nouvelles réalités du bâtiment, mais aussi à des enjeux qui avaient rapport avec la conception d'origine. Et évidemment, intervenir, c'est pas juste construire, c'est aussi assurer un entretien à long terme. Alors, on a accompagné le client et on continue à l'accompagner dans des stratégies pour, après la construction, continuer à exploiter le bâtiment et le maintenir en bonne santé et maintenir sa valeur patrimoniale. Il a fallu qu'on prenne une décision très tôt dans le projet en établissant un seuil d'interprétation de la valeur patrimoniale. On s'est rendu compte qu'on a pris une décision que la structure originale en béton, la géométrie générale et la couleur blanche sont considérés comme des éléments, quand on parle du toit, comme des éléments caractéristiques, mais que les matériaux obsolètes qui sont utilisés pour l'intergété et l'isolation de la toiture ne sont pas considérés comme des éléments caractéristiques dans la mesure où leur changement ne change pas l'interprétation du bâtiment ou sa valeur patrimoniale, mais les interventions qui peuvent impliquer l'utilisation de matériaux qui sont, je vais essayer de m'exprimer un peu mieux, les matériaux qu'on utilisait à l'époque étaient inhabituels et n'avaient pas vraiment fait leur preuve. Alors, de les conserver serait peut-être pas rendre service au bâtiment. Alors, il a fallu qu'on fasse une décision en rapport avec la reproduction de ces documents-là, de ces matériaux-là ou leur remplacement. On s'est basé sur des études qui ont été faites, études de faisabilité de Devers Pelletier et de Régis Côtier, et aussi des études, des ouvertures exploratoires, des études d'enveloppe de Kleb, qui maintenant UL, qui nous ont été très utiles pour pousser le projet. Bon, assez parlé. De quoi il a l'air ce bâtiment-là? On arrive au bâtiment, puis moi, ma première réaction, c'était « Oh boy ». Il y a du travail là et première réaction. Deuxième réaction, c'est bien dommage parce que je veux dire, on voit quelque chose qui a quand même une qualité certaine, puis on voit des détériorations dans la membrane, une perte de définition du périmètre, des percements partout, des réparations copieuses à la grandeur du bâtiment qui n'étaient pas très harmonieuses avec la structure, des ajouts comme des gouttières qui ne fonctionnaient pas. Bon, la liste est longue. La seule affaire qui était là et qui était prévue d'origine, c'était la cheminée qui brille par son esthétisme, mais qui était d'origine. Effectivement, c'était sur les plans. On a décidé, on a fait un petit... Là, on a peut-être un petit peu dérogé. On s'est dit, ben, c'est peut-être... je pense qu'on va prendre une chance de dire que ce n'est pas un élément caractéristique. Et puis, on a décidé de l'enlever. Mais ça, on va revenir plus tard. Mais vous voyez la perte de définition sur le clocheton. Au niveau des matériaux, c'est des produits comme des matériaux comme du plywood, on parle de membranes qui ont été rapiécées. Alors, on a une perte de définition qui est vraiment malheureuse et puis qu'il fallait traiter. Est-ce que je suis toujours capable de... Voilà, OK. Ça ici, ça revient du rapport voyons, de Régis Côtier de Mercier, ça donne un peu la composition de toit qu'il y avait là. Alors donc, une éponge de polystyrène expansé, papier noir, on a des baguettes en bois, une toiture en acrylique avec plusieurs couches de recouvrement esthétique. Bon, la recette pour une galette très, très, très mouillée, c'est ce qu'on a trouvé quand on a fait nos ouvertures exploratoires. La flèche, elle, le substrat était pourri, l'étanchéité se décollait, la charpente était corrodée quand on n'était pas sûr au début, on l'a inspectée. Elle n'avait pas été inspectée avant parce qu'il y avait des guêpes, alors personne ne voulait rentrer dedans. Mais nous, on est rentré dedans après l'élimination des guêpes pour voir que la charpente, effectivement, était attaquée puis qu'il fallait penser à la remplacer. Mais le voile, tout ce qui était en dessous de l'étanchéité, en excellent état. La voile de béton, presque intact, quelques réparations par-ci par-là, mais en général, en excellent état, peut-être quand même le reflet du soin qui a été mis dans sa construction à l'époque. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, clairement, c'est pas juste la pluie qui a fait ça, alors on est revenu en hiver. La minute que j'ai vu qu'il y avait une grosse tempête, je suis sauté dans mon auto et je suis allé voir qu'est-ce qui arrivait. Et c'est ce que j'ai vu. Donc, des accumulations monstres sur le bâtiment qui expliquent beaucoup ce qu'on voit comme détérioration.
Vous les voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez bien sur les images, là, mais on parle d'accumulation qui vraiment remonte pas juste le mur, mais se rend carrément jusqu'à la toiture dans le cas de l'abside. On a aussi observé les accumulations, par où ça passait. On a monté sur le toit, on a pris le temps de faire ça à nos risques et périls pour vérifier c'était quoi les tendances. Et on a fait plusieurs visites, pas juste une. On est revenu quand ça a commencé à fondre, on est revenu une troisième fois quand il y avait, à la fin de l'hiver, quand il y avait des accumulations encore plus élevées. Et ça nous a donné une idée là, de comment ça évoluait tout ça. La première phase, qui était une phase beaucoup plus simple à réaliser, qui était la toiture plate du baptistère, nous a donné l'occasion de faire des ouvertures exploratoires. On a fait le tour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui, de faire des ouvertures exploratoires qui nous ont appris énormément de choses. Les dessins qu'on avait étaient vraiment de base, on avait très peu d'informations, alors il a fallu qu'on confirme, et il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de divergences, en fait, dans la construction et ce qui était sur les dessins. Alors on s'est régalé à faire des trous partout. Le plus grand trou étant, bien sûr, le démontage de la flèche, qui n'apparaissait pas si grosse quand on la voyait de loin, mais quand on se tenait à côté, vous voyez que c'est quand même assez monumental. Ça nous a permis de statuer qu'il y avait des problèmes à la structure et de bien faire un relevé soigneux pour pouvoir faire une reproduction. Alors, la flèche a été enlevée pour des raisons... c'est pas juste pour explorer, c'est aussi pour des raisons de sécurité. Il y avait des pièces qui tombaient au niveau du plywood et au niveau de la membrane. On était vulnérable au vent, il y avait des membranes qui se détachaient régulièrement. Il était temps de penser à faire un remplacement qui était plus durable. Dès le début, on a fait des recherches quand même approfondies avec les fabricants. Alors, on est allé des fabricants de membranes, on a parlé des fabricants de membranes élastomères, on a fait des fabricants de membranes PVC, des conversations sur les budgets, sur la faisabilité, sur les limites de chacun des systèmes. On a discuté des garanties, hein, parce que quelqu'un qui va donner une garantie sur une toiture de même, il faut qu'il se lève de bonne heure et qu'il regarde le projet. Alors, c'est ça. Est-ce que je parle trop vite? Je parle trop vite, hein? Ça va aller. C'est quand même pas donné. Alors, on veut bien couvrir ses arrières, comme on dit, dès le départ et s'assurer que ce travail-là peut se faire et qu'il va se faire avec une certaine confiance par les fabricants de membranes et par les entrepreneurs qui vont le réaliser. On a d'ailleurs fait, on s'est appuyé sur deux options au niveau du système de couverture, du moins de la membrane PVC ou la membrane de bitume élastomère. Membrane PVC, donc membrane monocouche blanche, et la membrane de bitume élastomère, c'était des membranes conventionnelles blanches, mais sur lesquelles on mettrait un enduit pour uniformiser et permettre un renouvellement de la membrane à intervalles réguliers. Suite à cette étude-là, on s'est rendu compte, puis en regardant un peu les différentes caractéristiques des matériaux, on a opté pour le PVC, pas juste parce que le prix était intéressant. Il était peut-être pas intéressant 5 ans auparavant, mais dans le contexte économique actuel, il devenait intéressant. Au niveau mais surtout au niveau de la qualité esthétique, de l'apparence de la chose, de sa compatibilité avec le voile en béton, et puis aussi les qualités glissantes, qui sont, c'est un petit peu un double tranchant, on va en parler un peu plus tard. L'idée d'avoir une membrane qui glisse veut dire qu'on évacue plus rapidement et plus facilement et plus régulièrement la neige du toit. Quand on l'accumule trop, ben, ça tombe par avalanche, puis il faut faire attention aux effets de ça. Des exemples qu'on connaît tous, le Saddledome, le St. Rogers, l'église Saint-François d'Assise, ça c'est à Pointe-aux-Trembles de Montréal. Puis celui qui n'apparaît pas, ben, c'est le Stade olympique. Pas la toiture qui est au-dessus du haut, mais la toiture verte qui recouvre qui est à l'extérieur de l'aérotechnique. On a fait une première simulation très de base en utilisant le logiciel Arwin pour avoir une idée à différents temps de l'année, c'est quoi les vents dominants puis l'effet sur les charges de vent. On ne s'est pas trop attardé sur celle-là parce que ça donnait des informations limitées, du moins ce qui était difficile à quantifier, c'était plus qualitatif. On s'est plutôt attardé on a engagé la compagnie RWDI qui a, à partir de la maquette qu'on avait, fait une maquette 3D sur laquelle ils ont fait des simulations en chambre de vent. L'idée, c'était de pouvoir quantifier les charges de vent sur le toit. Comme ça, quand on refaisait le substrat et la membrane, on avait quelque chose qui résistait de façon appropriée à l'arrachement. Et puis, on a vu effectivement qu'il y avait des importantes asymétries et puis qu'il fallait en tenir compte dans notre conception, puis surtout dans les armatures qui soutenaient le toit. Alors, ça nous a permis vraiment d'indiquer ça dans nos plans de vie. On a fait des simulations de chute de neige, d'accumulation de neige. Alors ça, bon, on ne peut pas simuler pour tout. On peut simuler pour la neige qui est tombante.
on pouvait simuler d'une certaine façon pour l'effet du vent. Puis surtout, ce que ça permettait de faire, c'était de voir la neige, quand elle tombe, où va-t-elle et comment se déplace-t-elle en fonction des pentes qui étaient là. Alors, en utilisant, ça, c'est pas de la neige qui est là, c'est du sable, mais c'était des simulations quand même intéressantes qui étonnamment, reflétait presque exactement ce qu'on voyait dans nos observations en hiver. Alors, tout ça pour dire que c'était des hivers normaux, que le comportement n'était pas inhabituel. Alors, ce qu'on voyait là, c'était à peu près ce qu'on voyait, avec l'exception que nos observations au niveau du site affichaient quand même des accumulations par tourbillonnage là, à des endroits précis. Ça, ce sont les charges. J'ai essayé de faire le sommaire des observations. Je pense que je n'ai pas parti mon horloge. On a essayé de faire ce que vous voyez là, sur votre écran, c'est l'emplacement, les accumulations approximatives et typiques qu'on voyait lors de nos visites sur le sol. Pas les simulations, mais bien ce qu'on a vu sur place. Ça ressemble à ça. On a observé quoi? Que le comportement était d'abord asymétrique. Donc, du côté ouest, beaucoup plus d'accumulation que du côté est. Que la neige avait tendance à s'écouler du haut du toit vers les portions de toit plat. C'était probablement intentionnel dans la mesure où on a des vestibules à 4 coins et l'idée c'était que la neige ne tombait pas du toit sur les paroissiens, mais qu'elle s'accumulait sur les toitures plates et qu'elle était présumément facile à traiter là, mais il s'avère que d'enlever la neige sur ces toits-là, c'est pas si facile que ça justement. Alors vous voyez par les flèches où ça a tendance à canaliser à ces 4 endroits-là. Les saillies, celle-ci était vraiment particulière, c'est qu'on avait du côté des toits plats, je vous en avais parlé au début, il y avait des toitures plates, ou des toitures à versant, je devrais dire, qui ne sont pas courbées du tout, pour ce que j'appelais des pignons de chaque côté. Et il y avait un énorme parapet au sommet de ces pignons-là. Ce parapet-là était un obstacle au vent, faisait accumuler de la neige en quantité importante, et puis ça aggravait le phénomène d'accumulation sur les toits plats. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on regarde. Le comportement des arcs aussi est important. Alors, c'est pas juste le parapet ici, c'était aussi les grands arcs qui sont très caractéristiques, vous les avez vus sur les images, là. Ces arcs-là canalisaient beaucoup, contribuaient encore plus à canaliser la neige puis à créer des goulots d'étranglement. Ces goulots d'étranglement-là étaient spécialement problématiques en ce qui a trait à la création de bouchons qui, eux, étaient à l'origine de beaucoup des infiltrations qu'on a vues. Et puis, évidemment, l'accumulation au sol, mais ça, il a fallu ça s'accumulait à proximité des toitures plates, mais surtout à côté des goulots d'étranglement. Ça, on l'a vu à des endroits particuliers où c'était grave. En arrière ici et en avant ici en particulier. Ailleurs, c'était relativement contrôlable, mais c'était quand même assez spectaculaire, comme vous voyez dans la photo ici. Et en dernier, c'est probablement le phénomène qui était le plus nocif, c'était la formation de glace, là où on avait des drains, des toits plats. Alors, c'est bien beau d'avoir l'accumulation de la neige ici, mais évidemment, plus on a de la neige, plus on vient créer des conditions qui sont propices à la formation de glace, parce que ça forme une couche isolante. Avec les pertes de chaleur, c'est ce que ça donnait. On avait des drains uniques et presque pas de pente dans ces toits-là. Alors, le résultat, c'est ce qu'on voit ici. Alors, c'est bien malheureux. Est-ce que ça a résulté ça a causé des infiltrations nombreuses et fréquentes? Les gouttières, ça c'est la dernière chose que je voulais vous présenter, ces gouttières-là qui ont été ajoutées pour des conditions d'été étaient en fait problématiques en hiver et endommagées. On s'est rendu compte très tard dans le projet finalement que ces gouttières-là, on avait beau vouloir les reproduire, elles constituaient plus un problème qu'une solution et que vu qu'il n'y avait rien à protéger en dessous, on a questionné leur pertinence et puis on a réfléchi sur d'autres façons d'éviter la saturation d'eau sur les membranes, sur les murs de pierre. Bon, une image qui montre en élévation le même phénomène. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, défi en matière de conception, je vais essayer je réitère un peu des choses que j'ai dit, mais l'idée, c'est d'améliorer la performance des assemblages sans compromettre l'apparence et la valeur patrimoniale importante de la cathédrale. Donc, ce qu'on faisait, fallait pas que ça nuise à la valeur. Ça, c'était très important, puis c'était vraiment primordial. Il fallait atténuer les risques liés aux nombreuses variables qui affectent le comportement de la neige et de l'eau. Donc, la neige et l'eau, c'est un élément naturel, ça a tendance à se déplacer puis à causer des phénomènes multiples. Ces variables-là sont difficiles à gérer parce qu'elles arrivent
tout en même temps et pas de façon constante. Donc, la direction du vent, les changements de température saisonniers et quotidiens, parce que ça changeait de 9h à midi, il y avait des changements de température énormes au niveau du toit, puis ça varie d'un côté à l'autre. L'intensité et la durée des précipitations, une tempête de pluie, tempête de neige, haut débit, bas débit, ça se comporte différemment sur le toit, donc beaucoup de variations. Gravité et glissement. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis gravité dans le sens. Le glissement, c'est une fois que la neige est sur le toit, qu'est-ce qui arrive? Elle glisse rapidement, lentement, progressivement. Comment est-ce qu'elle glisse? Est-ce qu'elle cause des dommages par sa vélocité? C'est le genre de choses qu'on a regardé. Et les 4 saisons, on crée il faut aller traiter le problème des éclaboussures sur les murs de maçonnerie en été, l'accumulation et des déplacements en hiver, puis l'apparition de glaçons à des endroits précis durant les saisons intermédiaires, puis aussi les risques de gel-dégel, les dommages causés par le gel-dégel durant ces mêmes saisons-là. Tout le monde connaît le chêne et le roseau. Notre stratégie, vraiment, là, je le dis en bas, c'est en bas, de ne pas tenter de retenir la neige et la glace. Okay? On le sait tous, hein? La glace qui prend son expansion, la neige, la masse, il n'y a pas un matériau qui existe qui peut retenir ces forces-là qui sont parfois assez spectaculaires. Le chêne, lui, n'avait pas compris ça, puis il s'est ramassé avec des problèmes. L'idée, en fait, à la base, c'est de réduire la quantité de neige sur le toit, le plus possible. Comment qu'on le faisait? En réduisant l'accumulation par le vent, en réduisant les saillies, en réduisant la friction pour que les glissements soient progressifs au lieu d'être soudains, en réduisant le volume de glace et de neige sur les toits plats, avec un système de fonte et de neige, puis avec une redondance de drain. On a aussi pris la décision assez tôt de dire de tolérer l'accumulation de neige au sol. On peut bien essayer de l'empêcher, mais en l'empêchant, on crée d'autres problèmes. Alors, on préfère que la neige tombe de façon contrôlée au sol, puis qu'il y ait un programme d'enlèvement, que d'essayer de la retenir sur le toit et puis de venir là, justement là, être comme le chêne et puis créer un problème à plus long terme. Le système de toiture que j'avais décrit brièvement, je l'ai décrit plus en détail, c'est un système de PVC blanche, une membrane de PVC blanche, Sarnafil. C'est la marque qui est en pleine adhérence. Pourquoi en pleine adhérence? À cause des vents, les forces d'arrachement du vent. Contrairement à quelque chose comme le Rogers Center où c'était pas en adhérence. On a choisi de faire ça en adhérence. Les épaisseurs de membrane sont variables. Sur les toitures plates, c'est plus épais que sur les toitures en courbe pour des raisons, pour éviter et pour réduire les risques de ponction. Un substrat polyisocyanurate de haute densité pour les portions courbes et en gypse extérieur pour les sections plates. Un noyau isolant polyisocyanurate, une ossature métallique qui est conçue sur mesure sur le projet pour répondre justement aux forces d'arrachement. Un pare-vapeur auto-adhésif sur le voile de béton. Il n'y avait pas de pare-vapeur avant, puis ça paraissait. On n'avait pas de deuxième ligne de protection, puis on avait justement des accumulations d'humidité assez importantes dans le toit. On a modifié la géométrie de diverses façons. On a le plus gros changement qu'on a fait, en fait, c'est le rehaussement, comme vous voyez, des pignons. Pourquoi? Pour venir réduire la proéminence des parapets, qui était vraiment un problème assez évident. Et puis, en rehaussant ça aussi, c'était c'était un grand geste, mais qui n'était pas visible du sol, et puis qui ne changeait pas vraiment l'apparence générale du bâtiment. Alors, on s'était dit, on va faire ça, ça va déjà être un bon départ. Et le reste, c'était vraiment un exercice d'éliminer on a éliminé la cheminée, on en a parlé, d'éliminer les parapets qui n'étaient pas originaux. Il y a eu des modifications par-ci par-là pour retenir la neige dans le passé. Souvent, c'était du plywood enrobé ou des 2 parquettes enrobées de membrane. On avait des endroits où il y avait des gardes-neige qui étaient trop hauts. Tout ça, ça créait ces obstacles-là qui étaient problématiques. Et plus spécifiquement, les arcs qui sont ici étaient recouverts d'isolant, ils sont encore recouverts d'isolant, mais à la base, ici, on a trouvé des façons de réduire la largeur pour pouvoir justement faciliter le passage de la neige des endroits critiques-là. On a éliminé les gouttières et on a remplacé ça par un système de solin métallique avec casse-goutte à la base ici pour protéger le mur le plus efficacement possible, puis à éviter des canalisations qui allaient endommager, qui allaient faire saturer le mur ici à cet endroit-là.
Alors, on avait un problème chronique ici, alors on espère l'avoir résolu. Je pense que c'est assez efficace. Et à certains endroits, on a modifié légèrement la configuration des gardes-neige ou les bordures en béton. On a fait ça en béton pour canaliser un endroit où c'était avantageux de le faire. Et il y avait des gouttières, il y avait des gargouilles stylisées. On a conservé celles qu'on pouvait. En fait, ce qu'on fait, on les a reproduites. Elles étaient en mauvais état, on les a reproduites et remises en place. Et on a un nouveau concept de gouttière, parce que pas de gouttière, de gargouille dans les nous qui sont à côté, aux extrémités du pignon. Ici, c'était nécessaire de le faire parce qu'on avait vraiment des volumes d'eau qui étaient impressionnants. Et puis, il y avait plus d'enjeux de saturation. Ici, on a fait un concept qui est peut-être la seule intervention qui diverge du design d'origine, mais on pense que c'est relativement discret et compatible. Et en tout cas, de toute manière, c'est facilement réversible. La bordure, ça on n'en parle pas assez, mais c'était vraiment une décision, je pense, qui était assez efficace. C'est toute la perte de définition de la bordure du voile, on l'a résolu en installant un panneau de béton léger drainé avec une surface uniformément crépissée pour venir simuler la tranche du béton, parce que le béton c'était un vieux pieu de penser qu'on pouvait exposer la bordure de cette dalle-là, puis obtenir l'apparence d'origine. Le béton était non seulement en mauvais état, mais il y a quelques raccourcis qui avaient été faits dans sa coulée, alors on ne pouvait pas vraiment l'exposer. L'aspect général, ben ça, on a travaillé fort avec les fabricants de membranes pour trouver une façon de venir mettre une membrane de PVC qui est un produit, on va se le dire, qui peut être plutôt des applications plutôt robustes, bon, des entrepôts, etc. Donc, pas vraiment conçu pour le raffinement. Alors, on a développé des détails avec des chanfreins pour éviter d'avoir des bulles, des décollements, des apparences d'affaissement qui sont souvent typiques de ce genre de toiture-là sur des surfaces verticales. Alors, on travaille là-dessus. Je pense que ça a été réalisé avec un certain succès. La flèche, on n'en a pas beaucoup parlé de la flèche, mais ça, c'est tout un objet et on a hâte de commencer à travailler dessus. L'idée, c'était qu'on avait une flèche avec une structure en acier. On va reproduire une structure d'acier sensiblement pareille, mais on va la recouvrir non pas de plywood et de membranes d'acrylique, mais d'un système de béton préfabriqué renforcé à la fibre de verre blanc qui serait préfabriqué, installé en atelier. Et on viendrait monter, ce serait coulé sur mesure pour le projet. Alors, on a fait des recherches auprès de fabricants là-dessus, puis ça m'a l'air d'être relativement réalisable à un coût étonnamment raisonnable. Ça donne on a un peu quelques idées là, de comment toutes ces pièces-là seraient. Le seul l'apparence serait identique en principe à l'origine, sauf avec une meilleure définition. Et on a des chevrons ici qui sont ajoutés ici pour faciliter l'égouttement dans le coin, puis ça donne un accent qui est quand même intéressant, qui n'est pas incompatible, je pense, avec la conception du bâtiment. Le plus controversé, je pense, c'est l'installation d'un système de fonte de glace sur les toitures plates. C'est pas des fils chauffants comme on ferait typiquement. On a mis un système de chauffage au glycol, et le système de chauffage au glycol n'était pas dans du béton comme on le fait normalement non plus, c'était un système de diffuseur de chaleur, donc conduction inversée sur une surface uniforme en gypse extérieur. L'idée, c'était vraiment de créer des zones de chaleur continue qui remontaient le bord des pignons pour venir chercher ce surplus de glace-là au goulot d'étranglement et réduire la neige progressivement pour que ces chutes-là, qui sont inévitables, soient plus contrôlées. Vous voyez un peu de quoi ça a l'air sur l'isolant. Ça, c'est avant qu'on pose le substrat. Ça couplé avec des drains multiples. Alors, on avait un drain simple au centre avec pas de pente. On a mis des pentes, on a ajouté une redondance dans les drains. Et puis, les contrôles de ces 4 zones-là étaient indépendants pour refléter la symétrie et puis la variabilité des conditions. Je ne sais pas où on est rendu, j'arrive au chantier. Bon, quel chantier? C'était la compagnie qui a obtenu le contrat. Sirtex s'est vraiment donné. Ils ont mis un nombre quasi infini, on dirait, d'équipements sur le chantier pour venir dérouler ces membranes-là sur le toit. Alors, c'était tout un défi pour eux et puis tout un défi physique et aussi de logistique. On est resté en contact avec eux
très proche tout le long du chantier pour s'assurer que les solutions fonctionnaient selon nos attentes. On a eu beaucoup d'échantillons d'ouvrages pour s'assurer qu'on s'en allait à la bonne direction. Et un des défis particuliers, c'était comment dérouler des feuilles, des membranes de 10 pieds sur une toiture qui est conique et parabolique et plate. Et puis pas avoir de gauchissement et de stress sur le matériau. Alors, il y a eu toute une discussion à ce sujet-là. C'était intéressant. Puis on a tous appris quelque chose, je pense. Vous voyez un peu comment c'est déroulé. Alors, au début, on pensait pouvoir avoir des membranes qui étaient parallèles aux arcs. On s'est rendu compte que c'était géométriquement impossible de le faire puis que le matériau ne le permettait pas. Alors, on a trouvé une façon de jouer avec la courbe pour venir créer quelque chose qui, je pense, assez satisfaisant comme effet. Ici, vous voyez bien d'où on part, puis où on s'est rendu. Alors, vous voyez un peu la membrane blanche éclatante et la membrane qui avait été souillée par des polluants, puis aussi de la matière organique, donc beaucoup plus de ce côté-ci matière organique que de l'autre. Et ça donnait un résultat, je pense, assez... Alors ça, c'était le premier été, et le deuxième été, on a fait l'autre moitié. Ça vous donne un peu une idée du résultat. Donc, évidemment, c'est une membrane de PVC. Alors, on a des barres de terminaison qui sont légèrement apparentes quand on regarde de proche, mais je pense qu'on a quelque chose qui est assez... qui, je pense, met en valeur l'architecture du bâtiment. Ce que vous ne voyez pas non plus, c'est qu'il y a beaucoup de ces bandes-là qui sont des renforcements justement pour compenser là, ces stress de gauchissement possibles là, sur tous les matériaux. Et à la dernière étape, on s'était dit toiture glissante. On va faire attention, on va installer un système d'ancrage qui est efficace. Système d'ancrage sur le côté des arcs, pas sur le dessus, pour être optimal au niveau de l'accès puis aussi de l'étanchéité. Et ça ici, ce que vous voyez ici, c'est l'emplacement futur de la flèche. Alors, on a laissé un endroit où on va pouvoir installer la flèche aussitôt que ce sera possible de le faire. Je pense que tout le monde qui travaille dans un bâtiment existant, surtout un bâtiment qui est de nature plutôt, je dirais pas expérimentale, mais inhabituelle pour l'époque, ou avec des techniques qui étaient pas, disons, nécessairement éprouvées, on a toujours des surprises, puis on en a des grosses. Notre intention d'origine, c'était de décaper les soffites, les sous-faces du voile et de trouver une façon puis de mettre un revêtement à la silane pour venir reproduire le blanc, mais avoir quelque chose qui était pleinement perméable et compatible avec le béton, avec un lien chimique, pas de silane, pardon, c'était de la siloxane, pardon. On s'est rendu compte en décapant qu'on ne pouvait pas décaper jusqu'au niveau que le matériau l'exigeait sans vraiment endommager la surface. Alors, on a cessé l'exercice, on a opté plutôt pour un système de peinture à base de polyuréthane, mais avec une certaine perméabilité. Et puis, on a fait des tests, on a pris soin de faire des tests d'adhésion pour s'assurer que le produit tenait bien. Puis on a fait ces tests d'adhésion après un cycle saisonnier pour vraiment être sûr qu'on n'avait pas un risque. C'était pas notre premier choix, mais je pense que les résultats prouvent que que jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est un succès. On n'avait pas remarqué, avec toute la saleté sur le toit, que le voile avait des imperfections de construction. Alors, on voit ces espèces de vagues-là. Ça arrive à certains endroits. Alors ça a été un défi pour la construction. Comment est-ce qu'on pose ces membranes-là quand on a ces irrégularités-là sans que ça apparaisse? Les entrepreneurs ont vraiment pris ça au sérieux puis ils ont fait un bon travail. Il y a eu un petit peu de compensation avec les armatures, mais en gros, on a choisi de conserver ces imperfections-là qui ne sont pas problématiques au niveau technique, c'est juste une question d'apparence. Puis même là, avec la toiture du PVC d'aujourd'hui, elles sont encore moins visibles qu'avant parce qu'il y a rien, l'œil ne s'accroche pas à ces imperfections-là. Le plus gros problème qu'on avait eu, c'était, on a eu une surprise, on a eu un des gardes-neige, un des parapets qui a lâché un hiver. Boum, on a lâché, il y avait des quantités de neige énormes ici, puis sous la pression de cette neige-là, le parapet a lâché. Alors, on s'était dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la cause? On est allé voir, puis on s'est rendu compte, en fait, que le parapet qui était là était un ajout, puis qui était mal ancré dans le béton. Alors, il avait tenu toutes ces années-là, mais tout indique que c'était une question de temps avant que ça lâche. Bon, il y a aussi un autre facteur, probablement, c'était que le système de fonte de glace, ici, le fonte de neige, était dans le premier hiver mal calibré.
Et c'était difficile justement, comme vous avez vu dans les photos d'origine que j'ai montrées plus tôt, de vraiment bien jauger c'est quoi les quantités de neige et c'est quoi le comportement de ça. On s'est vraiment appuyé sur le chantier pour mieux comprendre comment on calibrer ce système-là. Alors, puis il y a beaucoup de facteurs. Hein. Il y a la température, il y a la durée du système de chauffage, quand est-ce qu'on le déclenche, où sont les contrôles sont localisés où. Tout ça, c'était un nombre de variables à gérer qui font qu'on est encore en période de calibrage et puis on espère avoir quelque chose qui est efficace et flexible pour le prochain hiver. J'en parlais un petit peu, le calibrage. Alors ça, c'est quelque chose, même à la fin du projet, nous, ce qu'on a profité de faire, en fait, on n'est pas juste monté sur le toit. L'entrepreneur a fourni un drone et avec ce drone-là, on pouvait voir à intervalles réguliers, c'était quoi l'évolution de la neige. C'était pas idéal comme solution, mais c'était intéressant, c'était très informatif. Ce qu'on souhaite plutôt faire, nous, c'est de mettre un système de monitorage avec une caméra vidéo ici, là où les problèmes sont les plus évidents. Mais ça, je vais en parler plus tard. Je vous avais dit qu'il y avait un problème avec la performance du système de fonte. Bien, ça, on l'a su en venant avec un spécialiste en enveloppe, avec Dominique Chiavetti, qui est venu faire des thermographies, de la photographie thermographique pour venir confirmer qu'effectivement, au goulot où on avait installé des fils chauffants, ben, la conduction se faisait mal parce que l'aluminium avait été mal installé. Alors, l'entrepreneur est venu changer tout ça pour venir... et puis, si on prenait une photo aujourd'hui, on verrait un beau orange partout. Mais il a fallu un premier hiver pour qu'on le sache. Ça, c'est le résultat souhaité et c'est ce qui fonctionne de ce côté-ci de la toiture, c'est la photo qu'on voit. Alors, donc, une fonte qui permet justement de progressivement réduire la neige et éviter la formation de glace qui était problématique. Peut-être faire une petite... comme j'avais dit au début, Cirtec a été lauréat du prix Couverture Canada pour ce projet-ci. Cette année, alors, ils étaient très fiers et ils sont aussi très fiers de nous permettre de partager leurs photos. Alors, les photos de drone que vous voyez ici, c'est des photos de Cirtec et je pense qu'elles sont assez éloquentes. La seule chose qui manque, c'est la flèche et le recouvrement de la marquise. Ici, on voit ce qu'on voit ici, c'est les poutres qui servent à suspendre les ouvriers pour faire les derniers travaux. Alors ça a disparu aujourd'hui. J'en avais glissé un mot tout à l'heure sur la mise en service et le suivi. On propose, nous, on recommande une surveillance continue des performances dans les zones sensibles avec des caméras extérieures. Alors si je reviens ici, comme je disais, ces caméras-là sont situées sur le côté de cet arc-là. Et nous, on va rester dans ce processus-là d'observation jusqu'à la complétion du système de paratonnerre et de la flèche. L'entretien et calibrage annuel des systèmes de chauffage via un contrat de service. Alors, c'est pas tout d'avoir un système de contrat de service, un contrat de service, pardon, pour les fournaises. Bien, ces fournaises-là sont rattachées à un système de détecteurs, un système de programmation. Alors, on a étendu le mandat de la firme qui faisait ça, qui est aussi la firme qui faisait la plomberie du projet. Et l'idée, c'est qu'à chaque année, ils viennent calibrer, vérifier, calibrer, puis apprendre aussi de l'année précédente pour s'assurer de bien maintenir ça en ligne. Et une bonification du contrat d'enlèvement de neige au sol. On a vu comment la neige peut être disons, problématique au sol. Alors, évidemment, de bien conscientiser le diocèse de ne pas accumuler la neige contre le bâtiment et de l'éliminer progressivement à mesure qu'elle apparaît. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses qu'on peut faire sans nuire au toit. Et puis de comprendre aussi quand cette neige-là reste à côté du bâtiment, elle peut endommager la maçonnerie. Donc, il y a un effort, disons, d'entretien à faire du côté du propriétaire. Les projets à venir, donc fabrication, installation de la flèche. On en a parlé. Restauration de la toiture de la marquise, la fameuse marquise. Réfection infinie du plafond. Ça va être un sérieux défi parce qu'on parle d'un plafond monumental difficile d'accès. Alors ça, il va y avoir quand même... ça, c'est tous les
tous les dommages qui ont été causés par les infiltrations, ben, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de les réparer. Alors ça va être l'occasion de le faire, mais il fallait d'abord régler la toiture. Et bien sûr, la réfection de la maçonnerie, on ne parle pas de travaux majeurs, mais la neige qu'ils font contre le bâtiment, ça a son impact. La glace, les glaçons sur en dessous des gouttières, tout ça, ça a contribué à des problèmes à la maçonnerie de Parmont. Leçon apprise, ben, je pourrais en mettre 50. Je vais me limiter à des généralités, je pense, qui sont importantes. En patrimoine, ou même dans le patrimoine modèle en particulier, on ne peut pas tout prévoir, il y aura toujours des surprises. C'est un bâtiment complexe, une géométrie complexe, des conditions climatiques changeantes. Ça donne des surprises et puis il faut s'y attendre. Ne pas négliger la recherche en début de projet. Il ne faut pas approcher ça comme une toiture ordinaire. Il y a vraiment des particularités de projet. Alors, il faut le connaître, le bâtiment, il faut connaître les matériaux. Travailler avec les fabricants le plus tôt possible pour la conception. Il ne faut pas se gêner. Ils ont des super bonnes idées et puis ça a été vraiment très positif dans le cas de ce projet-ci. Quand les incertitudes sont nombreuses, le travail en étape permet de recueillir les données précieuses. Plutôt que de partir en appel d'offres, faire tout d'un coup, puis vivre avec des extras, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut apprendre en faisant quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire la toiture du baptistère et les ouvertures exploratoires, et qu'est-ce qu'on peut faire en ayant une collaboration avec l'entrepreneur et prévoir dans les plans de vie des opportunités pour faire ces ajustements-là en cours de projet. Ne pas se fier uniquement au système de fonte, ça, j'apprends ça à personne. Les systèmes mécaniques, c'est pas ça qui va tenir un bâtiment en vie. C'est pas ça qui va tenir un bâtiment dans son intégrité. Il faut que le bâtiment puisse se tenir sans ces systèmes-là. Alors ça, c'est un défi particulièrement important parce que les systèmes de fonte étaient quand même un facteur significatif dans les dommages qu'on avait vus. La résilience vaut mieux que la résistance. Alors, plus vous faites un obstacle, plus il va y avoir action-réaction. La meilleure manière d'endommager le bâtiment, c'est de le mettre en opposition à Mère Nature. Favoriser les rouleaux en feuilles étroites, ça c'est bien technique. Des feuilles étroites, c'est plus facile à mettre sur une surface gauchie que des feuilles larges. Ça c'est vraiment dans le technique. Puis la dernière est importante. Soyez prudents, les changements climatiques peuvent rendre obsolètes certaines de vos hypothèses initiales. Alors, nous, on a fait plein de simulations. On a regardé ce qui se passait dans le passé. On a regardé les vents dominants. On a regardé ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, 15 dernières années. C'est bien beau tout ça, mais on sait tous que les choses changent et que les choses changent rapidement. Alors, il faut avoir une certaine prudence, il faut avoir une certaine flexibilité dans nos solutions. Il ne faut pas penser juste parce que ça a tendance à s'accumuler à l'ouest que ça ne va pas un jour changer. Alors, il faut avoir des mécanismes pour ça. Si vous avez des questions, ça conclut ma présentation. Merci Eric. Un projet bien complexe. Auriez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Ben non. Ben non, ok. J'en ai peut-être Mais pas dit. moi, il y a une chose qui me fascine ou qui me questionne. Deux choses. Cette membrane blanche, c'était quoi? Je n'ai pas très bien compris au départ. C'était quoi? C'était quel matériau? Alors, le matériau d'origine, on n'a jamais eu d'analyse des propriétés, mais c'était une membrane acrylique. C'était très élastique, très flexible. Hein? Une espèce de membrane acrylique là, caoutchouteuse. Et puis, l'idée, c'était que c'était élastique, ça fait prendre l'expansion, la contraction, mais la réalité, c'est que sa réparation était très difficile. Très peu de produits existent pour réparer ça. Et puis, c'était très difficile, c'était facile, disons, de venir l'étendre sur des surfaces irrégulières, mais comment est-ce qu'on arrive sur une tranche, comment est-ce qu'on trouve une extrémité? Alors, nous, ce qu'on avait vu, c'est vraiment une membrane, c'est une peinture appliquée sur une membrane élastique à composition qu'on présume être acrylique. OK, donc le blanc, c'était la peinture. C'était un revêtement à base acrylique là, qui était compatible. Mais donc, c'était aussi une membrane. Oui, oui. Comme maintenant, mais à l'époque, ça devait être un matériau, comment dire, tout à fait nouveau.
Oui, parce que la membrane qui était là à l'origine, c'était ce n'était pas, c'était complètement liquide. C'était pas en feuille. On avait mis l'isolant, Ah! posé l'isolant, Oh, et c'était une membrane liquide. ok, c'était comme, C'était c'était pain dessus, liquide, c'était c'était comme épais. pain. J'ai un échantillon dans une boîte au bureau, j'aurais dû l'apporter. Ça s'étire là, comme un chewing gum, là. Mais ça se brise facilement, même si ça s'étire. C'était effectivement, oui, c'était Donc c'est une recouvert par membrane faite sur place, une quoi, membrane à partir caoutchouteuse avec d'un un liquide. revêtement d'une finition liquide. Mais moi, il y a une autre chose aussi qui m'a fascinée, c'était comment dire, le côté rustique de certains détails. Les baguettes, c'était vraiment Comme, intéressant. comment dire, comme des espèces de bricolage en bois. Mais c'est ça. Alors, on a couplé quelque chose qui était d'une technologie très nouvelle, la coque en béton, qui a été Ouais. réalisée là, à la perfection, on va se le dire, avec des matériaux d'étanchéité qui étaient semi-expérimental, on va se le dire, puis beaucoup de bois, hein. À l'époque, on utilisait encore beaucoup dans les compositions de toiture, on n'y pensait pas deux fois. Je pense qu'on avait une grande confiance dans l'étanchéité de cette espèce de coque de chewing-gum-là, mais il s'est avéré que c'était pas nécessairement une bonne idée, puis l'absence d'un pare-vapeur a vraiment été le coup de grâce là, pour l'étanchéité. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je vais prendre mon carnet parce que je vais encore. Est-ce qu'il y a le système, donc? Ça, c'est le système qu'on met. Ah oui. Et donc, comment dire, les problèmes, comment dire, dus à l'accumulation de neige, et dus aux infiltrations d'eau, c'était dû à des défauts de détail, c'était dû à des, comment dire, des configurations qui étaient inappropriées. Je dirais oui. L'absence de drain dans les toitures plates, les goulots d'étranglement entre la structure et les parapets, c'était des détails qui étaient malheureux, qui ont vraiment encouragé ces problèmes-là. Puis, évidemment, la membrane n'était de toute évidence, la membrane n'a pas traversé le temps très bien, hein. Ça n'a pas pardonné comme système. Et juste à regarder la toiture avant qu'on commence, on voyait par les centaines et des centaines de réparations que c'était une passoire depuis longtemps. Et dans le fond, l'étanchéité avait été refaite, mais comment dire, par À chaque année, ponctuel ou alors? à chaque année, un entrepreneur venait avec un rouleau et de la alsane, puis il venait réparer tous les trous. Okay. Comme au stade olympique. Un peu ça. OK, donc il faisait des patchs, quoi. Il faisait des patchs, puis on les voyait. En fait, c'était quasiment décoratif. Et ils remettaient une membrane, comment dire, liquide. Oui, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que les toitures plates, ça fait longtemps qu'ils les avaient remplacées. Ils les avaient remplacées par une membrane, un système de bitume élastomère qui était relativement efficace, mais au-dessus, tout ce qui remontait la toiture, les accumulations de neige faisaient qu'il y avait des fuites juste au-dessus de la jonction anti-membrane. Je suis dans le technique, mais c'était... Là, il y a une question qui concerne les recherches préalables. Avez-vous l'occasion de connaître et d'analyser les dessins et plans originaux du site, du bâtiment, j'imagine, afin de mieux définir les questions d'identité, pas seulement les questions techniques? Oui, l'idée étant, est-ce que quand on voit ce qu'on voyait sur le bâtiment, est-ce que c'était d'origine, est-ce que c'était de l'intention d'origine de l'architecte? Bien sûr que oui, mais les dessins étaient plutôt, on n'avait pas beaucoup de documentation et la documentation était plus au sommaire. On n'avait rien qui définissait comment le traitement de finition était fait. Plus d'informations sur les intentions au niveau de la maçonnerie, au niveau des murs extérieurs, au niveau de la géométrie à l'intérieur du bâtiment, de l'intention au niveau des voûtes, au niveau des connexions, tout ça, on s'en est servi pour vraiment définir c'était quoi qui était de valeur patrimoniale. Mais on avait aussi une maquette dans la crypte, dans le sous-sol, pas dans la crypte, mais dans le sous-sol, une maquette qui nous a appris un peu, là, qui avait été faite vraisemblablement avant la cathédrale, qui nous donnait un peu une idée des intentions. Il y a eu quelques changements de conception au niveau de la flèche. La flèche n'était pas aussi ornée dans ces itérations
plus ancienne. Et puis, on a eu un questionnement. On s'était dit, bien, si on est pour reconstruire la flèche, est-ce qu'on la reconstruit comme elle a été construite ou est-ce qu'on l'a reconstruit comme elle avait été conçue avant la construction? Puis, on a pris la décision de s'en tenir à l'existant et au résultat, en présumant que l'architecte a suivi ces travaux-là jusqu'à la fin et qu'il avait bien l'intention de donner l'apparence et la finition de la flèche qu'on a vue. La personne qui a posé la question dit effectivement, je faisais référence à la photographie. On a une autre question de l'auditoire en ligne. Il est tout bon? Oui. OK. Donc, il se demande quel était l'état de la coque de béton à l'origine. Excellente. La coque de béton est excellente. On a, si on voit à l'intérieur on voit il y a quelques dommages au niveau de la surface, là, du périmètre. Des barres d'armature étaient exposées, surtout dans les zones plates où les casse-gouttes ne fonctionnaient pas au périmètre. Mais la coque elle-même, la coque qui avait été coulée, puis qui est si caractéristique, en enlevant la toiture, même s'il y avait des fuites, la qualité du coffrage est exceptionnelle, très peu de nids d'abeilles. Les dommages qu'on a vus étaient principalement dans les surfaces et sur les bordures, là où justement il y avait eu l'eau avait tendance à s'accumuler en passant à travers l'isolant de polystyrène jusqu'à la base. C'est là que ça avait tendance à casser. Mais en général, l'état de la coque de béton est excellent. On a fait des réparations tout le tour. Je veux dire, on a réparé systématiquement où c'était brisé, mais c'était en étant en bon état. Et donc là, si j'ai bien compris, la coque avait été faite par une entreprise française. Par Dumez, oui. Parce qu'ils étaient plus, comment dire... Ben, ils développaient cette technologie-là. C'était une entreprise d'ingénierie et de construction qui était quand même assez vénérable. Et puis, ils avaient développé une spécialité dans ce genre de structures-là et des structures de pont. Alors, ils ont fait appel à eux pour concevoir la structure selon les plans de l'architecte. C'est vrai que je me rappelle un petit peu, de l'étude qu'avait fait Sophie Lamarche. Et c'est vrai que, si je me rappelle bien, Jocelyn, tu me reprendras, je pense que l'évêque avait vu des exemples d'architecture semblable aux États-Unis et qu'il était revenu, enthousiaste et qu'il voulait la même chose. Je ne sais plus quel est quelques notes. Oui, c'était Albertus Martin, monseigneur Albertus Martin à l'époque, qui était très, très inspiré et qui avait mis tout en place pour qu'un projet là, ambitieux comme ça soit construit. C'est intéressant parce qu'on voit à côté le diocèse, un bâtiment un peu plus conventionnel, un peu plus typique de son époque, fin des années 50. Et puis tout d'un coup, on a la cathédrale qui était beaucoup plus audacieuse, puis conçue quand même en 61. Je ne dirais pas que c'était nécessairement précoce, mais c'était précoce pour ici, en tout cas. Mais précoce pour ici. Manuela? Deux petites questions. Merci Eric pour la conférence. La première, c'était par rapport au fait, si j'ai bien compris, que vous avez accepté que la neige puisse tomber parce que les parapets étaient trop hauts, causaient une accumulation trop grande sur les toits. Donc, comment gérer ce fait qu'ils puissent tomber avec des usagers? Donc, c'est quoi la gestion de cet aspect? C'est une question très pertinente et juste parce que je dis ça pour ce projet-ci, je ne dis pas que je le recommanderais pour tous les projets. Il s'adonne, si on regarde le bâtiment, que les endroits où la neige a tendance à s'accumuler, puis je vais essayer de trouver les endroits où la neige a tendance à s'accumuler sur les bordures ici, les bordures ici, ne sont pas des endroits où il y a de la circulation piétonne ou véhiculaire. Alors, ça rend la chose un peu plus facile à gérer. Alors, les accumulations qu'on avait ici, par exemple, l'eau et le gazon, donc moi, je soupçonne qu'il va falloir qu'on fasse des aménagements paysagers pour faciliter la gestion de cette neige-là. Mais oui, on est assez chanceux. Hein. Je veux dire, ça aurait pu être l'entrée là, ici, puis là, on aurait eu un problème. Dans quel cas, on aurait pensé à des solutions d'arrêt de neige et pour diverger de la neige. Mais ça aurait été dommage parce que ça aurait vraiment changé l'apparence du bâtiment. Et la deuxième question était effectivement par rapport à l'aménagement paysager pour la neige et pour l'eau. Il n'y a pas de gouttières, il n'y a pas de descente fluviale qui font en sorte de traiter l'eau dans un certain endroit. Puis justement, au changement climatique, quand on s'attend à des grosses pluies, comment cette eau qui va tomber à terre est gérée? Est-ce qu'il y a des
surface perméable? À l'arrière du bâtiment, à l'endroit où on a... Oups, c'est plate que je n'ai pas la photo ici. À l'arrière du bâtiment, ici, on a des puits pour venir des citernes ici au sol qui viennent prendre les déversements qui ont tendance à arriver ici. Et de l'autre côté... Attendez un peu, je vais essayer de trouver une photo qui montre bien. Oui, je ne l'ai pas ici. Il faudrait que j'aille trouver. Où est le baptistère? Enfin, ici, les accumulations ne sont pas tellement fortes au niveau du sol, ce n'est pas un problème. C'est vraiment ici où on peut la pelleter. L'accumulation d'eau au sol ici, au niveau de l'aménagement paysager, ça n'a jamais été vraiment problématique, du moins pas de nos observations par les gouttières. Le déversement d'eau en général n'est problématique que dans la mesure où il éclabousse la maçonnerie. Ce qui se passe au niveau du sol, c'est pas très problématique. Sauf ici, où ici, on sent qu'il y a des accumulations, puis il y a un certain volume, puis ça, ils ont travaillé ça avec, avant qu'on arrive avec des grands systèmes. D'autres questions? Est-ce que, comment dire, le reste, par exemple, je pense par exemple au grand mur rideau avec le vitrail, est-ce que c'est en bon état? Est-ce qu'il y a des problèmes, comment dire, de thermique? Est-ce qu'il y a... Le reste du bâtiment, notre mandat s'arrêtait à l'observation de l'extérieur. On a fait le carnet de santé, on a vu dans quel état tout ça était. Le mur, le vitrail est en relativement bon état. Il n'y a pas de signes vraiment de détérioration qui sont liés à sa conception. La conception a l'air d'être saine. Il y avait des problèmes au niveau du baptistère où les pilastres de l'entrée principale n'étaient pas ancrés de façon optimale. Il y avait des corrosions d'ancrage. Alors ça, on a résolu ça en cours de grand chantier dans le mandat du baptistère. Les éléments... la maçonnerie elle-même est problématique dans la mesure où la neige qui s'appuyait sur le côté et les déversements ont créé des saturations qui ont créé des lézardes qui sont assez localisées. Je pense, on n'a pas vu de déplacement majeur parce que c'est un mur de parement. Alors, le mur de parement était quand même assez tolérant à ce genre de détérioration-là, mais effectivement, il va falloir travailler sur la maçonnerie qui est très conventionnelle, enfin, hein, c'est un mur de parement de l'époque, disons, pour éviter que ces problèmes-là deviennent sérieux, mais ils ne sont pas sérieux pour le moment. Mais il y aurait aussi du travail à faire sur les vitraux du transept qui ne sont pas très bien étanchéisés à la base, il y a du travail à faire. OK. Mais le système lui-même en soi, à la base, a l'air de performer. Et est-ce que les coûts des travaux ont été, comment dire, pu être contenus? Est-ce que vous avez assez d'argent ou est-ce qu'il... On peut demander à Jocelyn. À Jocelyn s'il peut... J'imagine, c'est tout un chantier. Pour la flèche, la semaine passée, il y avait l'annonce du budget qui se faisait justement à la cathédrale de Notre-Dame. Et justement, je vais annoncer l'annonce des budgets supplémentaires pour la flèche. Oh, fantastique. Bonne nouvelle. C'est ça. Mais non, les dépassements de coûts ont été quand même assez contenus. C'était pas il y a eu quelques changements de conception là, en cours de route, mais en gros, les dépassements étaient mineurs. OK. Mais donc, comment dire, ce chantier a de l'importance puisque le ministre, pour annoncer les nouveaux budget a choisi ce site-là. Donc, c'est encourageant, je trouve. Au moins, ça le familiarise avec l'architecture moderne et avec les défis du patrimoine religieux plus récent. D'autres questions? Oui, monsieur. Pour l'auditoire, si ça vous intéresse, là, je suis tombé là-dessus par hasard, mais une vidéo sur YouTube qui disait que la plupart des toits avant-gardistes du style international coulaient. Le classique, là, Le Corbusier, Gropius,
leur immeuble, leur toit coule. Puis il y avait une anecdote là, qui disait qu'il y a un des clients de Le Corbusier qui l'avait appelé, puis il disait, je ne me rappelle pas de quel immeuble exactement, là, mais il se plaignait que son toit coulait, puis Le Corbusier il avait répondu, ben mets une chaudière en dessous, puis ramasse l'eau. En tout cas, si ça vous intéresse, faites une recherche sur Leaking Roof dans YouTube, puis vous allez tomber là-dessus. Puis un détail superficiel, là, mais j'étais pas au courant, mais Jean-Paul Charlin, là, il m'a enseigné l'art plastique au secondaire. Fait qu'il est décédé aujourd'hui, mais donc c'était un artiste de la région, mais pour gagner sa vie, il était prof dans une école secondaire de la région. Merci. Il faut quand même faire attention à ce genre de film parce que parfois il y en a certains qui sont faits avec un certain biais, mais il y a sûrement bien des toits qui coulent. Quand j'ai visité, c'était quoi? C'était la maison, la maison Kaufman de Frank Lloyd Wright. J'avais appris que par souci de préservation, les imperfections étaient réparées année après année après année. Il n'y avait pas nécessairement d'effort de vraiment corriger les problèmes au niveau des casse-croûtes, de l'étanchéité, de la qualité du béton, de l'étanchéité du béton. Quand ça cassait, on le réparait. Quand ça cassait, on le réparait. Par souci d'authenticité. Donnez donc à la Fondation Kaufman. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer la soirée. Remercier Eric d'avoir, débuté la série. On débute la série avec une des agences qui a une grande expérience dans le domaine de la conservation du patrimoine, sûrement patrimoine ancien, moderne, ce sont des nouveaux problèmes. On va voir par la suite des interventions quelque peu différentes, parfois qui prennent pas mal de latitude avec le projet d'origine. Ça va être autant de sujets à discussion. Remercions Eric de sa présence ce soir et de la préparation de cette présentation. Et aussi remercions tous ceux qui ont financé, collaboré à l'organisation. Là, tantôt, j'ai oublié de mentionner quelqu'un qui est le graphiste, qui nous a fait, qui est aussi le graphiste de notre site web, Philippe Legris, et qui nous a fait en fait la série de documents qui sont produits pour l'ensemble des événements. Merci de votre présence. La prochaine, si vous habitez Montréal, vous allez la suivre en ligne. Et la suivante, vous allez, si ça vous tente, venir ici, mais vous allez, ça ne va pas être en présence pour les conférenciers. Vous allez le voir sur grand écran. C'est peut-être plus intéressant que juste sur un écran plus petit, et aussi de se retrouver avec d'autres personnes. C'est aussi intéressant. Intéressant de vous voir tous ce soir. À la prochaine. Merci.